bonjour. Merci à vous qui nous rejoignez. On va parler de bébés. Dans le second temps de parole, on va parler de la profession de ces femmes qui font naître, qui sont souvent des femmes d'ailleurs, qui font naître les bébés, les sages-femmes. C'est la journée mondiale des sages-femmes. Aujourd'hui, on a Chloé Mandard sur le plateau. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes la présidente du conseil départemental de l'Ordre des sages-femmes à Mayotte. Donc, vous représentez les intérêts de cette profession. Sage-femme, vous faites naître les bébés. Oui, tout à fait. Donc, la chance m'est donnée aujourd'hui de représenter mes consoeurs et confrères sur le territoire. Il y a beaucoup plus de femmes quand même. Voilà, mais 2% au niveau national et à Mayotte, on est à peu près plus de 5%. Ah, donc, 5% d'hommes. Voilà, je tiens à le souligner, cette particularité. Ça ne doit pas être un métier facile d'être sage-femme à Mayotte. Non, c'est particulièrement intense, au même titre qu'au niveau national, puisqu'on est en train de vivre une crise sans précédent au niveau de la profession. Et c'est d'autant plus compliqué sur le territoire de Mayotte, puisque en termes de périnatalité, les enjeux sont colossaux. C'est quoi périnatalité ? Ça va être tout ce qui est autour de la naissance. Donc en amont, ça va être le suivi gynécologique de la femme avec la prescription de contraception, la possibilité de réaliser des IVG médicamenteuses pour celles qui ne souhaitent pas mener à bien leur grossesse. Ça va être le suivi de grossesse, la surveillance dans le cadre sur prescription d'un médecin des grossesses pathologiques. Et le nombre est important à Mayotte du fait de l'état de santé des patientes qui présentent pas mal de complications. C'est une particularité quand même. Bien sûr, la réalisation des accouchements, de chaque accouchement. Il n'y a pas une naissance qui n'est pas réalisée en présence d'une sage-femme. Hein. On est toujours là, même avec une césarienne. On accompagne la patiente, on accueille le nouveau-né. On pratique la réanimation néonatale, donc pareil, de très très grosses responsabilités. Et puis ensuite, il y a le postpartum, donc ce qui vient après la naissance. Et donc là, ça va être le suivi de la mère et du nouveau-né jusqu'au domicile, puisqu'il y a des visites à domicile qui sont réalisées. Aussi la rééducation périnéale. Voilà, il y a des spécialisations aussi pour réaliser les échographies obstétricales. Donc on peut, lorsqu'on est en bonne santé, faire la totalité de son suivi de la santé de la femme, de l'adolescence, puisqu'on fait des consultations pour les adolescentes, jusqu'à la ménopause et après. Vous pouvez bien sûr bénéficier des soins d'une sage-femme. Et sur le territoire de Mayotte, on a la chance de compter sur 37 sages-femmes libérales, 18 sages-femmes en PMI, et puis malheureusement moins d'une centaine au CHM à l'heure actuelle. Et c'est ça la vraie problématique du territoire actuellement. 10 700 naissances en 2022. Visiblement, au mois de mars, il y a eu un pic avec 45 bébés nés en une journée. C'est l'usine. Comment on vit bien, de mettre au monde des bébés à la chaîne ? Eh bien, on ne le vit pas bien. On ne le vit pas bien du tout. Les enquêtes de bien-être, que ce soit auprès des étudiantes ou des sages-femmes, il y a eu un état des lieux qui a été fait par l'ensemble des instances, sont catastrophiques. On a un nombre considérable de burn-out, d'abandon de la profession. On a eu l'année dernière, en 2022, des sages-femmes qui ont décidé de se retirer du Conseil de l'Ordre, c'est-à-dire de perdre leur droit d'exercer parce qu'elles ne retrouvent plus de sens dans leur pratique. Et à Mayotte, on a des sages-femmes qui ont aussi quitté parce que la pratique au quotidien ne correspond plus à leurs valeurs humaines. On est contrainte d'être parfois maltraitante malgré nous dans la qualité des soins qu'on dispense parce qu'on ne nous donne pas les moyens. On ne vous donne pas les moyens parce qu'il n'y a pas assez de personnel, donc pas le temps. Quand vous dites on ne vous donne pas les moyens, on a quand même le sentiment qu'au CHM, il y a beaucoup de matériel, il y a plein de choses. Enfin, c'est pas complètement démuni le CHM. Alors en effet, le centre hospitalier bénéficie de matériel de haute technologie, ça on ne peut pas le renier, mais il n'est pas en adéquation avec notre quantité de travail, voilà, nos actes et de l'entièreté de nos compétences. Et donc on est obligé de rogner. À l'heure actuelle, on a fermé des offres de soins, donc il y a des sages-femmes qui ont arrêté d'exercer certaines de leurs compétences pour n'assurer que le service minimum, à savoir les gardes. Les gardes, c'est-à-dire les accouchements. Les accouchements en salle de naissance, les consultations en urgence, je tiens à le souligner, 50% de l'activité du CHM, c'est la maternité, gynécologie et obstétrique, et on réalise toutes les consultations en urgence, c'est les sages-femmes. Alors, en termes de 10 700 naissances, tous les observateurs le disent, la société est assez en phase pour dire que la démographie est non contrôlée et que tout ça n'a plus de sens, et vous venez effectivement le confirmer. Sur plein d'aspects, on ne peut pas assurer un avenir positif à tous ces enfants qui naissent, la scolarité, l'eau, enfin toutes ces questions. Vous venez aussi de parler de la qualité des soins. Il y a une question qui taraude quand même beaucoup la société, et notamment les
les femmes, c'est la contraception. Avoir des enfants, je dirais à la chaîne, 6, 7, 8 sur une période, sur une vie de reproduction, ça n'a aucun sens. Alors en effet, on constate que les grossesses sont très rapprochées, premièrement, contrairement à ce qu'on peut voir dans les normes européennes, que le nombre est très important. Il y a une difficulté de l'accès à la contraception, il y a une méconnaissance aussi, et aussi le fait de savoir qu'on peut consulter sa sage-femme pour avoir cette contraception. Donc, pensant qu'il n'y a que le médecin ayant un désert médical abyssal sur le territoire, certaines femmes se restreignent dans l'accès aux soins par méconnaissance. Alors, la sage-femme peut prescrire et accompagner la femme dans le choix de sa contraception. Donc, vous êtes sage-femme à Mayotte depuis 5 ans, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Donc, comment dirais-je, la contraception à Mayotte, vous savez ce que c'est. Les femmes ici, elles choisissent quoi? Alors, et quelles femmes? Oui. Quelles femmes? Alors, toutes les femmes en âge de procréer. Oui. Sur les jeunes patientes, on a une approche plutôt vers la pilule, par habitude, par connaissance elles connaissent la pilule comme seule référence contraceptive. Il y a bien sûr d'autres moyens. Une fois qu'elles ont eu un premier enfant, beaucoup quand même demandent l'implant contraceptif pour son critère de discrétion. Parce qu'en fait, les femmes aussi subissent une pression de la société, du fait de devoir avoir des enfants, la norme familiale. Et ça, c'est quel que soit le milieu social. On s'étonne que des jeunes femmes passées 30 ans n'aient toujours pas d'enfants. Et il y a cette pression qui est là. Donc l'implant, c'est quand même un des moyens contraceptifs qui est le plus plébiscité sur Mayotte, mais il y en a d'autres, comme le dispositif intra-utérin, anciennement appelé stérilet, qui peut être mis pendant très longtemps, jusqu'à 5 à 10 ans en fonction des modèles, qui a l'avantage pour certains modèles d'être non hormonaux. Ça, c'est une solution. Parce qu'on va reparler effectivement des problèmes de santé avant la contraception, mais je reviens pour les femmes qui nous écoutent et qui ne sauraient pas suffisamment, qui ne seraient pas suffisamment informées. L'implant contraceptif, il dure 3 ans et il est posé ici. Donc c'est très discret, ça ne se voit pas. Voilà, il est posé sous la peau, sous la face interne du bras, donc contre son corps. Et donc il est forcément très discret pour ces raisons-là. Donc ça peut être une solution de contraception individuelle dont on parle peut-être pas forcément, mais qui permet à la femme, en dépit des pressions culturelles et sociales, de maîtriser son corps. Maîtriser son corps, maîtriser sa fertilité et son désir de grossesse et son désir d'accueillir convenablement un enfant quand elle en a envie. Et ça, c'est important à l'heure actuelle avec les droits des femmes pour lesquels on milite, et notamment l'instruction. Beaucoup de jeunes filles abandonnent leurs études parce qu'elles tombent enceintes, et ce n'est pas nécessairement une grossesse désirée. D'ailleurs, sur le département, on peut se féliciter de la volonté des sages-femmes à se former à l'IVG médicamenteuse. À l'heure actuelle, on a 15 sages-femmes libérales qui proposent l'IVG médicamenteuse. Je rappelle qu'elle peut être gratuite et anonyme, notamment pour les mineurs, mais aussi pour les femmes majeures. C'est une possibilité. Et donc, il ne faut pas hésiter, quand on a des choix à faire par rapport à cette grossesse qui n'aurait pas été programmée, désirée, à pousser la porte d'un cabinet d'une sage-femme libérale, mais aussi en PMI où elles vont pouvoir réorienter. Alors, autre point qui est important avec la contraception, c'est effectivement la santé. On a beaucoup de diabète, on a beaucoup d'hypertension artérielle chez les femmes qui vivent sur ce département. Comment on ne peut pas prendre la pilule quand on fait du diabète? Alors en effet, il y a des contre-indications pour toutes les contraceptions hormonales quand notre état de santé n'est pas bon initialement. À juste titre, vous l'avez souligné, les 2 principales maladies chroniques du territoire, c'est le diabète et l'hypertension, qui amènent des complications dans le choix de la contraception, en tout cas qui le restreignent, mais il n'est pas impossible, et c'est surtout pour les complications des grossesses. On a énormément de suivi de grossesses pathologiques sur le territoire parce que la santé des femmes initialement n'est pas bonne. Et du coup, la sage-femme, son rôle parce que vous le disiez tout à l'heure, quand on a une grossesse et qu'on n'est pas malade, globalement, on fait suivre sa grossesse par une sage-femme. Je rappelle quand même que vous faites 6 ans d'études médicales, donc a priori, vous êtes plutôt hyper compétente sur le sujet. Donc,
grossesse qui se passe bien, on se fait suivre par une sage-femme. Grossesse qui se passe pas bien, donc des difficultés, une grossesse pathologique. On se fait suivre quand même par la sage-femme ou on doit être suivi par un gynécologue? Alors en fait, tout va dépendre de la gravité de la pathologie. En tout cas, ce qui est l'avantage, c'est que la sage-femme va permettre de le dépister, puisqu'elle a la capacité de prescription des examens, de l'interprétation de ces résultats, et ensuite elle va réorienter, si besoin, vers un médecin qui va faire après des préconisations sur ordonnance, autoriser à la sage-femme à poursuivre cette grossesse pathologique sous certaines conditions, ou alors la sortir du système physiologique qui est le cadre de la sage-femme pour l'intégrer à l'hôpital avec des surveillances bien plus rapprochées. Je reviens, Chloé Mandar, sur le métier de sage-femme. Vous parliez tout à l'heure d'un problème de vocation. À Mayotte, on pourrait sensibiliser les femmes et les hommes d'ailleurs à embrasser cette carrière parce que il y a du boulot quand même. Alors oui, il n'y a jamais eu autant d'offres d'emploi que actuellement. On traverse une crise. Et donc, forcément, il y a un désamour de la profession. Il y a 20% de places en école de sage-femme qui sont disponibles. C'est une première, puisqu'avant, on se bataillait, on passait le concours pour pouvoir être sage-femme. Certaines faisaient le choix d'aller étudier en Belgique, notamment, pour pouvoir exercer cette profession. Et malheureusement, nos conditions de travail à l'heure actuelle ne nous le permettent plus. Alors, sur le territoire de Mayotte, ça aurait tout sens que, justement, des gens embrassent cette profession. Alors, comment on fait? Parce que bon, là, c'est vrai que les choix de Parcoursup sont quasiment finis, mais bon, après tout, il y a des places disponibles. Donc, il va y avoir un deuxième tour Parcoursup pour les étudiants ou les étudiantes là qui sont en terminale et qui se posent des questions. Si se disent ah bah oui, moi je ferais bien sage-femme. Après tout, ça peut être sympa. Comment faire? Alors, il faut commencer par la première année commune en santé, donc qui est commun à la médecine, à la pharmacie, au kiné, chirurgien dentiste, sage-femme. Donc, la première année de médecine classique. Voilà, parcours santé, et puis ensuite avoir fait le choix de s'inscrire au concours de sage-femme, décrocher sa place et suivre 5 années de sage-femme. Alors, c'est un peu comme les études de médecine, c'est-à-dire on passe un concours et on peut se retrouver à Dijon ou à Boulogne-sur-Mer? Non, en général, c'est rattaché à la faculté dans laquelle ils ont suivi leur école de santé. Il y a possibilité de mutation en cours de parcours dans chacune des écoles, donc c'est pas un souci. Cette première année, on peut la suivre à Mayotte ou il faut aller en métropole? Il faut aller au plus proche, ou à La Réunion. Oui. La Réunion, c'est la faculté de l'océan Indien. Oui. Et donc, c'est là que les futures sages-femmes peuvent faire cette première année et peuvent après aller intégrer l'école de sage-femme de La Réunion. Et ensuite, 6 années d'études qui vont alterner entre finalement des enseignements forcément scientifiques, des stages. Comment ça se passe après? Alors, c'est un enseignement clinique et théorique mixte, donc avec des stages. Donc là, à l'heure actuelle, on est sur 5 ans. Là, c'est la réforme de la loi qui est passée là en 2023 qui va nous pousser à 6 ans. Et donc, on sera, ce parcours de formation sera sanctionné par un doctorat en maïeutique. Donc, un niveau réellement poussé, exigeant. En médecine? En médecine, dans la spécialité de la maïeutique. Voilà. Et donc là, à l'heure actuelle, elles sont en école avec des périodes de stage et des périodes d'enseignement clinique, théorique. Et donc, Mayotte est partie des terrains de stage pour le fin de cursus, donc en Master 1 et Master 2, où on les accueille pour les former justement à l'exercice de la profession. Donc, je suppose qu'un jeune étudiant originaire de Mayotte qui suit cette voie n'aura aucun problème pour trouver un travail. Aucun problème. Et en plus, là, il peut déjà se positionner en tant qu'étudiant parce qu'il y a des sages-femmes libérales qui cherchent à former des étudiants pour avoir des collaborations dans l'avenir. La PMI offre aussi des postes, le CHM offre des postes. Et donc même les candidatures en tant qu'étudiants, notamment en dernière année, sont déjà étudiées à l'heure actuelle. Ah oui, donc il y a vraiment un débouché réel, quand bien même on arriverait à prôner des politiques de limitation des naissances. Parce que nos compétences ne s'arrêtent pas à la réalisation de l'accouchement, et on va bien au-delà. Alors, et ce sera ma dernière question. On entend ici et là les uns et les autres qui disent oui, il faut remettre en place des campagnes, 1, 2, 3 bases pour limiter cette natalité. Vous voyez les femmes tous les jours, des femmes qui ont fait des études et qui comprennent très facilement les choses, et puis des femmes qui n'ont pas eu cette chance et qui manquent peut-être d'informations. Est-ce qu'aujourd'hui, les femmes qui ont des enfants à Mayotte sont toutes
hyper contentes d'avoir tous ces bébés. Enfin, est-ce que les grossesses à Mayotte sont toutes désirées? Non, clairement pas. La majorité des grossesses ne sont pas désirées, ne sont pas programmées, faute, comme vous le soulignez, de connaissances, hein, et puis des possibilités pour avoir cette contraception de façon optimale et continue. Voilà. Et donc, beaucoup subissent aussi leur grossesse. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que cette prévention, parce que informer, sensibiliser, que ce soit sur la contraception ou sur d'autres problèmes, c'est de la prévention, est-ce que cette prévention est suffisamment au cœur des politiques de santé à Mayotte? Malheureusement, non. Mais comme dans la santé en général, la prévention, c'est le parent pauvre, hein, de la santé. Or, prévenir, c'est quand même la première des étapes pour maintenir quelqu'un en bonne santé. Et donc aujourd'hui, en termes d'éducation sexuelle à la santé chez nos jeunes, hein, en milieu scolaire, ce qui est une obligation légale en France, on a des gros déficits par rapport à ça. Et par rapport aux femmes, comme vous le soulignez, qui n'ont pas forcément accès à l'information. Et comment on peut corriger ça? Alors par, je pense, des biais de campagne pour que ce soit au plus large, mais surtout par des rencontres et des consultations. Il faut aller vers ces femmes, mais aussi vers les hommes, parce qu'ils ont aussi toute leur part à prendre, et ça je tiens à le souligner. Il faut être deux pour démarrer une grossesse, et donc l'usage du préservatif n'est pas suffisamment courant sur le territoire. Les IST, hein, infections sexuellement transmissibles, sont en augmentation en France, de façon générale, plus de 10% ces 10 dernières années, donc c'est quand même préoccupant pour l'état de santé de tout à chacun. Et donc la ligature des trompes pourrait être une solution pour les patientes qui auraient déjà réalisé leur projet de vie de famille, mais la vasectomie pourrait l'être tout autant pour les hommes qui ne désirent pas non plus assumer une famille nombreuse. Merci beaucoup Chloé Mandar. Vous revenez quand vous voulez pour nous donner des nouvelles de tous ces bébés qui naissent. Avec grand plaisir. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.